Quand Harry, 31 ans, part à la chasse, sa femme Ina et leurs 3 enfants n'ont jamais l'esprit tranquille. À ce soir. 2 fois par an, à l'automne et au printemps, ils traversent la forêt avec d'autres villageois à la recherche d'un trésor caché dans les falaises. Vérifie bien les échelons. Il faudra peut-être en réparer. Harry s'apprête à descendre dans le vide. Je vais y aller. Le long de cette paroi vertigineuse, pieds nus, un funambule, attaqué par des milliers d'abeilles. C'est leur miel qu'ils convoitent. Les abeilles noires de l'Himalaya établissent leurs ruches sur ces falaises inaccessibles pour les protéger des prédateurs, les oiseaux, les rongeurs et les hommes. Elles sont plus grosses que les abeilles que l'on trouve en Europe. Leurs piqûres ne sont pas mortelles, mais très douloureuses, et provoquent un engourdissement des muscles. Allez, remontez le panier. Chaque année, des chasseurs trouvent la mort le long de ces falaises pour quelques litres de miel. Il y en a un peu? Oui, il y en a. Le nectar est très rare et recherché au Népal. Nous, on mange tout dedans, même les larves. C'est comme des vitamines. Vous voulez goûter? Cette chasse au miel à haut risque fait vivre des milliers de familles dans ces montagnes de l'ouest du pays. Au pied du Dholadgiri, un des plus hauts sommets de l'Himalaya, Harry et sa famille vivent à 1 journée de marche de la première ville. Pas de route, pas de réseau téléphonique, l'électricité, quelques heures par jour. Je vais faire sécher ça à la maison et après on ira chercher de l'herbe pour les buffles. Ils cultivent la terre pour se nourrir, mais ça ne suffit pas pour les faire vivre. Le riz, les vêtements, Harry les achète grâce au miel qu'il vend plus bas dans la vallée. Ce sont les anciens du village qui lui ont appris à le récolter quand il était encore adolescent. Une activité qu'il n'a pas vraiment choisie. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. Notre situation financière est devenue très compliquée. Ma mère nous a abandonnés pour se remarier avec un autre homme. Je me suis retrouvé avec 2 petits frères et 2 petites sœurs à nourrir. Alors au bout de quelques années, je me suis mis à récolter du miel. C'est vrai que je me suis habituée maintenant. Mais au début, quand il partait chasser, j'étais terrorisée. Je n'arrivais pas à me concentrer au travail. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il allait lui arriver quelque chose. Oh. La vente leur rapporte 300 € chaque année. Il faut que je prenne mon miel. L'équivalent de 2 mois de salaire en plus. Le nectar est réputé au Népal pour ses vertus thérapeutiques. Il est considéré comme un médicament. Harry en garde toujours de côté pour la famille. Tiens. Quand on a mal à l'estomac, il faut en prendre le ventre vide.
On en met dans un verre d'eau bouillante et on boit le mélange. On peut aussi s'en servir de pommade. Il faut l'appliquer comme ça et ça apaise tout de suite la douleur. Moi, j'en mange une cuillère 2 fois par jour, le matin et le soir. Ça me donne de l'énergie. Il est un peu magique ce miel. Ouais, dès qu'on en met, on sent plus de douleur. Donc oui, pour nous il est magique. Les ruches sont situées dans la forêt communale. Elles appartiennent à tout le village. Mais seules les familles qui participent à la récolte auront droit à leur part. C'est le conseil local qui en décide. Chaque foyer y envoie un de ses membres. Alors l'ordre du jour, c'est la récolte. Combien d'entre nous vont y participer cette saison? Ici, ce sont les femmes qui ont le pouvoir quand leurs maris sont occupés au champ ou lorsqu'ils ont quitté le village plusieurs semaines pour travailler en ville. Ina, la femme d'Ari, est présente dans l'assemblée. Moi, je ne monterai pas sur l'échelle, mais je vais venir aider, je peux donner un coup de main. Par contre, Po veut emmener son fils. Mais le conseil n'est pas d'accord pour qu'il accompagne les chasseurs. Robin n'est jamais monté sur la falaise de sa vie. Ceux qui ne savent pas escalader ne devraient pas venir. C'est dangereux d'aller là-haut. Ils n'arriveront même pas à atteindre le sommet, c'est trop dur. On ne veut pas être tenu responsable s'il y a un problème. On prend quoi alors comme décision? Qu'est-ce que j'écris moi? Alors la récolte va durer 3 jours. Ari sera le chasseur principal et les villageois viendront l'aider. Ok? Première étape essentielle avant de partir à l'assaut des falaises. Fabriquer des échelles. Les chasseurs en auront besoin de plusieurs pour la saison. La méthode est la même depuis des siècles, très artisanale. Des tiges de bambou fendues dans le sens de la longueur, puis tressées pour former une corde. Allez, tournez. Elle sera ensuite séchée au feu de bois. Il faut au moins être 3 pour être efficace. Et vous verrez, c'est très solide. En plus, elle est neuve. Comment vous pouvez être sûr qu'elle ne cassera pas? Ça se voit qu'elle est résistante. Le résultat pèse 40 kilos. La chasse, c'est toute une expédition. Près d'une trentaine de villageois portent l'échelle et tout le matériel. Il faut bien débroussailler avec la faucille. Et avancer un peu là. On est comme un troupeau derrière. Pourquoi toutes les sangsues viennent sur mes pieds? Je me disais bien que ça faisait mal. La falaise n'est qu'à 3 km, mais il faut 2 heures pour y parvenir. Les chasseurs récoltent toujours sur cette falaise en automne. Au printemps, ils doivent aller beaucoup plus loin et quittent leur village pendant 5 semaines. On met l'échelle au même endroit? La falaise a une forme de nez. Les ruches vont être sur la gauche ou sur la droite. Là, ça devrait tenir. Je l'ai bien enfoncé. Avant de commencer, il faut invoquer les esprits de la forêt. En offrande, ces morceaux de tissu. Nous prions pour obtenir leur protection, parce que nous croyons en eux. Dans un village, plus haut, il y a eu un mort il y a 5 ou 6 ans. On ne sait pas pourquoi, au moment de remonter, l'homme a lâché l'échelle et il est tombé dans le vide.
Nous, on pense qu'il n'avait pas dû faire les prières comme il fallait. Les esprits de la forêt devaient être en colère et ils lui ont fait perdre l'équilibre. Harry commence sa descente. Sur la paroi, il repère près d'une dizaine de ruches, recouvertes par des milliers d'abeilles. Pour les faire fuir, une technique d'apiculteur bien connue, de la fumée. Un fagot en flamme que Harry place au bout de sa perche. Les abeilles se dispersent instantanément. C'est bon, remontez le fagot. Remontez. On remonte. Ses coéquipiers s'accrochent à la falaise et mènent dans les arbres pour relayer ses instructions. Sur la colline d'en face, de l'autre côté de la cascade, les chasseurs de miel ont leur public. À chaque fois qu'ils commencent à cueillir le miel, on vient tous les regarder ici. Il y a mon beau-frère là-haut. Mes sœurs et mes cousines aussi sont allées donner un coup de main pour porter les outils. C'est tellement impressionnant de les voir monter sur l'échelle. C'est même effrayant. Le clou du spectacle, le moment le plus délicat de la chasse. Harry n'est plus accroché à l'échelle. Seule sa tête coincée entre les barreaux lui permet de garder encore l'équilibre. Il doit avoir les mains libres pour découper la ruche et la récupérer. Remontez le panier. Panier. Ce jour-là, beaucoup d'efforts déployés pour seulement quelques litres de miel récoltés. Après 3 heures passées au-dessus du vide, Harry est soulagé. Il a survécu aux grosses abeilles noires. Ah, ça va. Harry, tu as de la fièvre à cause des piqûres? Tu dois avoir un peu mal quand même, non? Ah non, il y en a une seulement qui m'a piqué sur la joue. Au début, quand j'ai commencé à chasser, elle me dévorait le visage. J'étais complètement gonflé. Mais depuis, j'ai moins de réactions. De retour au village, le miel est partagé. Il est d'abord filtré avec les moyens du bord. Je vais le mettre dans la bouteille. Puis réparti équitablement entre tous les habitants. Elle fait 2 litres celle-là, non? Harry, qui a pris le plus de risques, est le seul chasseur à recevoir une part de plus que les autres. Dès le lendemain, il s'empresse d'aller vendre son miel à 2 heures de marche de chez lui. À Shimkola, un village de 1500 habitants, 10 fois plus grand que celui d'Harry. Ici aussi, on chasse le miel, mais seulement au printemps. La technique d'Harry pour trouver des clients, le porte-à-porte. Bonjour, vous voulez du miel? C'est combien? C'est 700 roupies. L'équivalent de 7 €. Une journée et demie de salaire dans les champs.
Normalement, c'est un peu moins cher. Mais là, je vois que la bouteille fait un peu plus d'1 litre. Donc, je pense que c'est un bon prix. J'ai du mal à vendre. Tu me fais un prix cette fois? Je vends 700 roupies. Moi, il m'en reste encore de la saison dernière. Mais celui-là est pour les gens de ma famille qui vivent en ville. Harry a vendu ses 3 bouteilles. Il en profite pour s'arrêter au grand magasin du village. Je vais vous prendre des stylos. Il vient ici acheter des cadeaux à ses enfants, mais aussi investir dans du matériel. Ça, c'est une bâche. C'est pour abriter notre bétail. Alors au total, ça nous fait 2055 roupies. Soit une vingtaine d'euros. Tout l'argent qu'il a durement gagné est englouti dans les achats du quotidien. La vie de chasseur de miel reste rude. Dans la région, les jeunes n'ont plus envie de se risquer sur les falaises. Po, un des chasseurs les plus expérimentés, aurait pourtant aimé que son fils Robin suive ses pas. Je pense que les temps sont en train de changer. La jeune génération ne veut plus rien faire comme nous. Plutôt que cultiver le riz, ils préfèrent l'avoir tout cuit. Et ceux qui travaillent à la terre veulent arrêter parce qu'ils trouvent que ça demande trop d'efforts. Ça n'intéresse plus les jeunes de savoir comment élever le bétail ou comment chasser le miel. C'est trop dangereux d'aller sur les falaises. Moi, ça me fait peur. Moi, j'aimerais trouver un emploi de salarié, si possible dans le village. Sinon, j'irai en ville. Pourquoi pas enseignant ou docteur? Les parents de Robin ne savent ni lire ni écrire. Lui, à 17 ans, étudie au lycée. Depuis qu'un établissement public et gratuit s'est construit dans le village, tous les enfants sont scolarisés et ils ont d'autres rêves que leurs aînés. Sans relève, la tradition de la chasse au miel pourrait bientôt disparaître dans l'Himalaya. Allez, on attaque doucement là. On part doucement pour s'échauffer, et puis après c'est bon. On va monter là en haut. Ouh, ça fait grand beau. La neige est bonne, c'est gelé. 4 heures du matin, à 2600 mètres d'altitude. Essayez de poser le pied avec grâce et légèreté. Pas comme des bourrins. Une cordée de 8 néophytes, accompagnés d'un guide, s'élance pour la première fois vers la haute montagne. Après, il y a le soleil qui va arriver, on aura plus chaud. Là, c'est vrai que ça fait froid. Ça va? Tout le monde a la forme? Bon, là, on arrive au jour, on va bientôt éteindre la lampe. En fait, on est parti de nuit. C'est pour s'habituer à marcher avec les lampes, parce qu'au Mont Blanc, on part de nuit. Et la neige est dure. Enfin, si on part plus tard, après, la neige est molle, c'est pas agréable. Et au point de vue sécurité, il faut mieux passer quand la neige est dure que quand la neige est molle. On s'arrête toujours sur un plat. Ils sont employés, psychologues, chefs d'entreprise. Sous les ordres de Pierre Fontaine, guide de haute montagne depuis 40 ans, ils sont venus crampons aux pieds, en bavés dans la neige. Qu'est-ce que vous êtes venus faire là, à 4 heures du matin, dans la neige, dans le noir? On peut se poser la question. Non, mais réussir quelque chose, quoi. Avancer, faire quelque chose de différent. Ouais, un défi. Ouais. C'est parti. Trois heures d'ascension par moins 5 degrés. Là, tu te tiens dans les rochers. C'est bon. Encordés les uns aux autres. Souffle bien. Tu souffles à chaque pas. C'est physique quand même. Sur un terrain où l'erreur ne pardonne pas. Et voilà.
Sommet de la Bérengère. Bravo. Bon. Meilleur moment de la journée. On sera sans du Mont Blanc. Ouais, ça fait irréel. Hein? Je crois pas. Et on se sent tout petit. Tout petit et tout grand, en fait. Ce premier sommet, à 3425 mètres d'altitude, n'était qu'un entraînement. Avant le défi qu'ils se sont lancés, le toit de l'Europe. Toi, le Mont Blanc. Normalement, dans 3 jours, on est là-haut. Le Mont Blanc, 4808 mètres. Depuis sa première ascension à la fin du XVIIIe siècle, il fascine. Par sa beauté, mais aussi par sa dangerosité. Il tue jusqu'à 15 personnes par an. Chaque été, ils sont 20 000 à s'y mesurer. Seul un peu plus de la moitié atteint le sommet. Pour le groupe emmené par Pierre, l'ascension débute à 600 mètres d'altitude, à Saint-Gervais. Ça va, Philippe? Ouais. Moyen. Oh, pourquoi moyen, monsieur? Tant, ça va bien. Oh là, il y a un nuage. Ça va? Pour 3 jours d'entraînement et 3 jours d'ascension, ils ont payé chacun 1 900 €, plus 1 500 € d'équipement. Nathalie est psychologue. Ce sont ses amis qui lui ont offert le Mont Blanc pour ses 50 ans. On arrive. Bonjour Michel. Oui, le retour, si le retour, c'est à pied, ça fait long. 4 guides les accompagnent, un pour 2 clients. La première étape est la plus facile. Un train à crémaillère emmène les alpinistes à 1800 mètres d'altitude. Pour Philippe, 52 ans, ingénieur né dans la Sarthe, c'était un rêve d'enfant. Un rêve qu'il va partager avec son beau-frère, qui s'appelle aussi Philippe. Bonne tête de vainqueur. Lui a 55 ans, il est chasseur de tête à Singapour. Ils vont emprunter ce qu'on appelle la voie royale. Ouais. Le chemin des Arandelis. L'itinéraire le moins technique, mais le plus fréquenté. Il pleut, on va remettre la veste. Jusqu'à 350 personnes par jour. Comme n'importe quel sentier de France, on y accède gratuitement. Et l'accompagnement d'un guide n'est pas obligatoire. Mais désormais, ne montent que ceux qui ont une réservation en refuge. Voilà. Merci. Donc toi Pierre, tu montes, tu vas coucher à tes trousses ce soir? Ouais, tes trousses. 8 clients, la liste. Ouais. Christophe est l'un des 3 guides de haute montagne payés par la mairie de Saint-Gervais pour effectuer ces contrôles. Il y a eu beaucoup trop d'abus, on a dépassé vraiment le... Ça devenait n'importe quoi. Il y a eu des agressions l'été dernier, des guides se sont fait agresser, des gardiens de refuge se sont fait agresser aussi. Des accidents, j'en ai vu pas mal. J'ai vu beaucoup de bêtises aussi dans cette montagne. J'ai vu des gosses qui se promenaient au Dôme du Goûter, qui avaient 9 ans, que le père avait laissé tout seul, alors qu'il avait continué au Mont Blanc et que son fils il repartait tout seul sur la trace. J'ai vu des aberrations qui sont innommables. Ceux qui seront surpris à camper sauvagement sur le Mont Blanc encourent désormais jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Un système qui permet de réguler le flux, mais qui ne peut rien contre l'inconséquence de certains alpinistes. Bien monté, bien. Avant le mauvais temps. Ces nuages qui montent de la vallée inquiètent Pierre. À plus de 3000 mètres d'altitude, la température peut en un quart d'heure passer de plus 15 à moins 15 degrés. Et les orages ici sont meurtriers. C'est un Allemand, il montait à un moment orageux, il s'est fait foudroyer ici. Il faisait une croix. Parce que plus tu montes, les orages sont plus violents. En plus, là, on est sur une arête, toi. Ça fait comme un paratonnerre, toi, on est sur une crête. Après 4 heures de marche, le groupe arrive au refuge, où il passera la nuit. Ah, tête rousse.
l'un des 3 refuges de la voie royale, à 3167 mètres d'altitude. Vu la météo, impossible de savoir quand ils pourront repartir. Ils sont coincés ici. Il y a encore 3 jours, les membres du groupe ne se connaissaient pas. Entre eux, des liens se tissent. Et à 16 par chambrée, juste bien mettre les couvertures. La promiscuité ne fait que les renforcer. Petite nuit en amoureux ouais, comme ça. Écoute, c'est super cool. Moi je suis à côté. Faut se calmer. Pas d'électricité et à peine 10 degrés. C'est froid. C'est très très froid. Je pense qu'il n'y a pas de chauffage. Puis après, il faut dormir habillé, puis éviter de se lever, quoi. Donc je prépare un peu tout. Où il est le plaisir là de dormir dans une chambre froide, humide? Non mais il n'y a pas de plaisir. Hein. Il n'y a absolument aucun plaisir. Si on pouvait avoir la même chose, chauffée, avec la lumière, chambre individuelle, on saute dessus, quoi. C'est un peu colonie de vacances aussi. On leur planche quand on était un peu plus jeune, quoi. Oui, les amis. Tu me fais la bise. Amis. Pierre voulait attaquer le sommet aujourd'hui, mais il y a un contretemps. C'est pas beau, c'est tout couvert en dessus. Puis là, on est trop tard. À l'heure où il fallait partir, il y avait encore l'orage. Donc on va monter au goûter pour nous faire mal. Parce que demain, la météo est meilleure. Le refuge du goûter. La dernière étape avant le sommet. Le passage le plus technique et dangereux de l'ascension. 10 morts en 2017. Encordés par 3, un guide et 2 clients, ils vont devoir franchir ce couloir. Un passage de 50 mètres, accroché à une pente vertigineuse. Plaqué à la paroi. Ah, vous regardez vos pieds, je m'occupe du reste. Tac. Ça peut couler de la neige, des avalanches, tomber des pierres. Donc, si des fois on se fait attraper, il y a le câble qui nous retient. Voilà. Là, ça va, c'est pas trop dans. Par contre, après, quand le soleil va taper, la neige va ramollir et ça va commencer à couler. C'est au cœur de l'été, quand la neige a disparu, que les accidents sont les plus fréquents. Sur cette vidéo, tournée en 2005, Pierre répare le câble de sécurité avec ses collègues guides. En plein mois d'août, il travaille au milieu des chutes de roches. Face au danger, un alpiniste ni encordé ni accroché au câble panique. Oh, froid de chien, béton et oh. Ah ben on a vu un miracle. Il s'est arrêté, je sais pas comment. Il faisait encore 3 mètres de plus, il était mort, il était en bas. Lui, il peut aller à l'église. Brûler des cierges. Malgré le danger, beaucoup s'aventurent ici alors qu'ils n'ont pas le niveau technique et pas la condition physique. Comme cette jeune femme qui descend avec les moyens du bord. Des Russes. Regarde le travail. C'est une nouvelle technique. Tomber sur le cul, mort sur le cou. Attention. Comme chez les jeunes. Pourquoi vous descendez sur les fesses comme ça? Pas question que je descende ça à pied. Michel, le guide des 2 beaux-frères, assiste à la scène dépité. C'est pas le bon exemple. Voilà. Ils prennent des risques. Hein. Quelquefois, oui, c'est fatal.
Aujourd'hui, c'est plus un tourisme de masse, de consommateurs, d'altitude, voilà, les 4000. Mais voilà, ils négligent la préparation. Hein. Ce ne sont pas des montagnards, ce sont des sommiteurs. Voilà. Des sommiteurs. Comprenez, des consommateurs de sommet. 2 petits pas, tout grand bras, et tu souffles à chaque pas. À près de 3800 mètres d'altitude, le manque d'oxygène commence à se faire sentir. Les cuisses brûlent. Et le souffle est de plus en plus court. Comment ils s'en sortent? Ça va, ça va. C'est normal, hein. Normal qu'ils soufflent? Ah oui. C'est le Mont Blanc. Ceux qui disent que c'est facile, c'est qu'ils l'ont jamais fait. C'est vrai qu'on dit que c'est une promenade de Mont Blanc. Ouais, les promeneurs, ils ont qu'à venir, là, les promeneurs ce matin. Je les attends. Waouh! Waouh! Au bout de l'effort, la récompense. Une vue imprenable sur la vallée de Chamonix. Ah putain, c'est beau. Excuse-moi, là je vais faire un peu de tourisme. Oui, Titi. Au loin, perçant les nuages, l'aiguille du Midi. Vous avez souvent vu des panoramas comme ça? Non. Non. Moi, ici, là, jamais. Tu les as qu'en photo, ceux-là. Ils se méritent? Il s'est bien mérité, ouais. La montée est un peu sévère, hein, quand même. Le refuge du goûter. À 3835 mètres d'altitude. L'un des plus hauts d'Europe. Un cocon d'acier inoxydable, capable de résister aux températures polaires et au vent qui souffle ici à plus de 250 km/h. De mars à septembre, 120 alpinistes du monde entier y séjournent quotidiennement. Antoine Ratin est le gérant du refuge. Ce guide de haute montagne s'est reconverti il y a 3 ans dans l'hôtellerie d'altitude, un métier où rien n'est simple. Comment ça va, Luc? Eh ben, peut-être y en est. Tu galères? Non, ça va? Ouais, je galère. Elles sont prises dans la glace. Ah, d'accord. Tous les jours, il faut se battre avec les éléments. Voilà. Là, comme il a neigé il y a 2 jours, ben, ça nous a tout gelé, tout glacé. Et demain, l'hélicoptère arrive, donc il faut qu'on prépare tout. Nourriture, matériel, tout est acheminé par hélicoptère. Yep. Voilà. Puis j'ai mis un petit scotch. Le refuge fonctionne en autonomie. L'électricité est produite par des panneaux solaires et un groupe électrogène. Au cœur d'une réserve naturelle, rien ne peut être rejeté dans la montagne. C'est derrière ce hublot qu'arrivent les canalisations des toilettes, une machine utilisée d'habitude dans les sous-marins. Seul souci, elle n'est pas conçue pour une telle altitude. Du coup, une odeur douteuse embaume régulièrement le refuge. Allez, si tu veux regarder la production. Et pour pallier l'absence d'eau courante, c'est un peu tendu là. Hein. Donc, ça coule, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que sur les 24 mètres cubes de réserve, on a à peine 6 mètres cubes. Hein. Ils utilisent un fondoir encastré dans le glacier. C'est une plaque qu'on chauffe par-dessous en utilisant la chaleur du moteur, principalement la chaleur des panneaux thermiques. Donc ça va faire chauffer la plaque, donc fondre la neige qui est dessus. Et puis comme la plaque elle a incliné de 2%, ma foi, cette eau elle coule. Et puis elle arrive par les tuyaux qui sont au-dessus. Et puis tout doucement par gravité dans les cuves. En cuisine, les plongeurs doivent s'adapter. Tu fais le côté avec de l'eau, puis tu fais l'autre côté avec la même eau. À la rareté de l'eau, hein. Faut faire gaffe. Faut l'économiser un peu, quoi. En salle, tout se paye au prix fort. 7 € la bouteille d'1,5 litre d'eau, 11 € la part de quiche, 114 € la nuit avec dîner et petit déjeuner. Pierre paye quand même sa tournée.
Il a une bonne nouvelle à annoncer à ses collègues guides. J'ai passé. Ah ouais, Félicitations. Après plus de 40 ans d'une vie de célibat, Pierre s'installe enfin en couple. Attends, j'avais toujours dit, il ne faut jamais s'attacher sauf en montagne, mais tu vois. Ouais, finalement. Tu les vois un peu là au début. Pas évident de bâtir une famille quand, pendant 4 mois de l'année, on passe plus de temps en refuge qu'auprès des siens. Non, c'était pour la santé, alors. Payés entre 250 et 300 € brut la journée, les guides sont travailleurs indépendants et pour la plupart d'entre eux, exercent hors saison une activité secondaire. Pas d'âge légal de départ à la retraite, ils travaillent tant que leurs jambes et leur passion les portent. Tu vois, avoir un métier, tu arrives au sommet du Mont Blanc avec quelqu'un qu'on a un peu bavé. Généralement, les gens bavent quand même, toujours. Et tu vois, voir les gens pleurer au sommet, parfois tu pleures avec eux. Il y a 2-3 ans, là, le père et sa fille. Donc le père était âgé quoi, il avait 65 ans. On s'est retrouvés tout seul au sommet. Et physiquement, bon, ils avaient quand même bien donné. Et on a tous pleuré au sommet, quoi. Ça, c'était beau. Et puis, tu vois, même encore maintenant, ça me... Et puis voilà. Et ça, tu le vis pas ailleurs, quoi. Bon. Cette émotion au sommet se mérite. 2 heures du matin. L'assaut final, c'est maintenant. Vous fatiguez. Vous m'aimez gentil. Sous l'effet de l'altitude, et peut-être aussi de l'excitation, personne n'a fermé l'œil. Dans le local à crampons, c'est l'heure de pointe. Démarrage un peu brutal au goût de Philippe. Il y a 50 000 trucs à penser. Les chaussures, tu mets les guêtres, les crampons. Il faut bien mettre le piolet dans le dos, pas oublier les gants, mettre la frontale, régler les bâtons. Enfin bon, ça prend un gros stress au départ, mais après ça va. Ok, eh ben c'est parti. Allez, go. Ça va aller? On te dira tout à l'heure. Avec pour seule préparation 6 mois de footing intensif, il s'élance pour les derniers 1000 mètres d'ascension. Les plus difficiles. Pour commencer, 2 heures de marche dans le noir. La frontale braquée sur les crampons du collègue de devant. C'est long, monotone, ça tape un peu dans les jambes, le souffle ça va. Le froid qu'on prend au pied, mais ça va. C'est maintenant, passé le refuge Vallot à 4362 mètres, qu'il va falloir du souffle. Comme des fourmis perdues dans l'hiver, les alpinistes s'accrochent. À cette altitude, le manque d'oxygène entraîne des maux de tête et des vomissements chez 70% des individus. Le vent est si fort qu'il peut déstabiliser une cordée. De chaque côté de l'arête, le vide. Il fait moins 15 degrés. C'est ici que la plupart renoncent. C'est dur, ça s'arrête plus. C'est dur. C'est dur vraiment? Ouais. Ça va aller. Vous allez y arriver? Ouais. C'est hors de question de s'arrêter. Plus maintenant. Pourquoi?
On est trop près. C'est vraiment dur là? On en chie un peu, ouais. Mais on n'a jamais été aussi près. C'est maintenant. Le toit de l'Europe est en vue. Après 4 heures de marche. Comme le veut la tradition, Pierre offre le sommet à ses clients. Il les laisse arriver en tête de cordée. Ah, merci Pierre. Hein. Merci Pierre. Merci. Ça vous fait quoi de les voir heureux comme ça? Ému. Merci Michel. Bravo. Toujours ému. Bravo. Ah, c'est un grand moment. À qui vous pensez là? À ma femme, mes enfants. Pourquoi? Voilà. C'est un peu dur. C'est vrai que dans les derniers moments, c'est un peu avec eux, quoi. C'est dur, ça. Parce que c'est dur? Ouais, c'est très dur. Ah, il sera pour toi. On ne part pas au Mont Blanc, on le tente. Ce jour-là, tous ont réussi. Cool. C'est bon? Super. Génial, merci. Hein. Merci à tous. Il ne leur reste plus qu'à redescendre. Encore 7 heures de marche.